remercier au comité d'organisation de m'avoir convié à cette jolie journée, et en particulier au Dr Brattini. Et donc aujourd'hui, je suis chargée de parler de la photobiomodulation, qu'on appelle aussi vulgairement le laser, qui va permettre effectivement d'améliorer les symptômes qui peuvent être liés au traitement du cancer. Donc aujourd'hui, le cancer, c'est un peu plus de 430 000 cas par an. Ça touchera un homme sur 5, une femme sur 6. Donc on sera probablement tous un jour touchés de près ou de très près par un cancer. Et qu'est-ce que c'est le cancer? En fait, c'est la multiplication de cellules anormales de manière anarchique et désorganisée, qui va d'abord former une tumeur, et puis cette tumeur, elle pourra grossir si on ne la traite pas tout de suite, en envahissant les tissus avoisinants et éventuellement en envoyant des cellules ailleurs via des vaisseaux sanguins ou des vaisseaux lymphatiques, et elle formera ainsi des métastases. Heureusement, aujourd'hui, le cancer, il a de nombreux traitements efficaces, parmi lesquels il y a pas mal d'options thérapeutiques aujourd'hui qui s'offrent à nous et qui sont toujours en découverte, parmi lesquelles on retrouve du coup la chirurgie, la chimiothérapie, les immunothérapies et thérapies ciblées, la radiothérapie et les traitements radiologiques. Il y en a pas mal d'autres, mais les plus principaux sont là. Ces traitements, quel est leur but? Leur but essentiel, c'est effectivement de traiter le cancer, ils le font vraiment très très bien. Et malheureusement, dans certaines situations, on va y avoir d'effets secondaires qui vont pouvoir altérer la qualité de vie du patient. Ces effets secondaires ne seront pas toujours présents chez tous les patients, et tous les patients n'auront pas la même sensibilité et intensité d'effets secondaires, puisque nous sommes tous différents, avec des susceptibilités individuelles, comme la génétique, et puis des susceptibilités qui sont aussi liées à l'environnement. Par exemple, un patient qui continue à fumer ou encore à boire de l'alcool aura des troubles de la circulation probablement plus importants qu'un patient qui a stoppé toute intoxication. Heureusement aussi, quand même, ces effets secondaires, aujourd'hui, on les gère vraiment de mieux en mieux grâce à pas mal de thérapeutiques, des thérapeutiques médicamenteuses comme les antinauséeux, dont récemment un nouveau antinauséeux est sorti avec une franche amélioration des nausées qui restaient persistantes et qui sont vraiment améliorées aujourd'hui. Ça peut être des traitements locaux, des traitements chirurgicaux, des topiques. Dans le cas du cancer et de la radiothérapie, on peut aller par exemple jusqu'à des séances de caisson hyperbare, une véritable plongée pour le patient. Et puis, depuis quelques années, on voit une dernière thérapeutique qui est en train d'arriver, qui monte le bout de son nez, c'est la photobiomodulation. Alors la photobiomodulation, c'est quoi? Plus vulgairement, on appelle ça le laser. On utilise des LED en fait, des LED essentiellement des rouges et des proches infrarouges. Mais aujourd'hui, on utilise aussi d'autres sources lumineuses, comme des bleus, des verts, qui ont d'autres propriétés. Mais aujourd'hui, on va surtout parler des principales qu'on utilise aujourd'hui, c'est les rouges et les proches infrarouges. Donc, photo pour lumière et biomodulation parce qu'en fait on va moduler la biologie cellulaire de manière plutôt favorable. Donc cette photobiomodulation en fait elle est née il y a environ une trentaine d'années, on remercie la NASA pour ça. Leur but en fait c'était d'aider les astronautes qui partent en voyage dans l'espace ou qui sont au cours des entraînements, qui ne vont pas perdre en fait une forte masse musculaire et une forte masse osseuse. Le but du coup c'était d'activer ces cellules pour que les astronautes récupèrent de ces longs voyages qui sont coûteux pour eux sur le plan physique. Et donc, de cette technique née il y a une trentaine d'années, on a découlé pas mal d'indications, tant sur le plan de la cancérologie, mais aussi sur la thérapie anti-âge aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on parle de cancérologie. Et donc, on a pu montrer que cette photobiomodulation, en fait, elle avait plein d'actions intéressantes dans le cas de la cancérologie. D'abord, la cicatrisation, puisqu'elle va relancer la production du collagène. Elle a une action sur l'inflammation, en diminuant les molécules pro-inflammatoires qui vont être créées dans la cellule. Et puis, elles vont avoir une action antagique. D'abord par leur action sur la réduction de l'inflammation, mais aussi par d'autres mécanismes, dont on parlera tout à l'heure, notamment dans le cadre des neuropathies. Les indications aujourd'hui de la photobiomodulation, en fait, elles sont assez multiples et assez variées, elles ne cessent de croître, ce qui rend les choses un peu difficiles finalement, parce qu'on a l'impression que c'est la machine à tout faire, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours, on attend beaucoup de résultats. Les localisations et les symptômes qui vont être traités par la photobiomodulation, ils sont variés, et du coup les protocoles qui en découlent, en fait, ils sont de plus en plus complexes. Ils vont varier sur la longueur d'onde et sur l'énergie, à tel point qu'aujourd'hui, avant on faisait un traitement qui était assez empirique, on mettait la machine, on attendait, on voyait. Et aujourd'hui, on est plus proche en fait finalement des traitements de radiothérapie. On va s'approcher de plus en plus à une forme de dosimétrie. On va
On n'arrive pas encore tellement à mesurer la dose, mais voilà, le but, c'est de faire un plan de traitement un peu cohérent et adapté à ce qu'on va traiter et pas le même protocole pour tout le monde. Donc, dans les indications les plus connues, évidemment, les premières indications qui sont sorties, ce sont les indications de la musite, très utilisée en pédiatrie, mais aussi de nos jours de plus en plus utilisée après la chimiothérapie. Donc la musite, c'est une inflammation des muqueuses. Alors la plupart du temps, les muqueuses orales, mais ça peut être aussi une inflammation des muqueuses anorectales ou vaginales, puisque nous sommes recouverts de muqueuses à l'intérieur. Elle peut être secondaire à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, et elle va se manifester par des aftes qui vont être plus ou moins confluents, plus ou moins creusants, plus ou moins nombreux, qui pourront être responsables de douleurs et entraîneront du coup des difficultés alimentaires, éventuellement des pertes de poids, qui peuvent du coup compliquer effectivement la prise en charge thérapeutique. Donc ici vous avez un exemple de patient qui présente deux aftes sur le devant de la face interne de la lèvre inférieure. Vous voyez qu'ils sont bientôt confluents et ces aftes-là en fait ils vont être responsables de douleurs et de difficultés alimentaires. Donc, voici un type de photobiomodulation qu'on peut proposer, donc c'est le stylet. Donc c'est un petit appareil, c'est très adapté pour des petites zones en fait, de traitement, tout à fait des zones notamment buccales. Donc on ne pourra pas faire tout un cou, tout un sein avec ce genre d'appareil, mais on pourra traiter. Ici vous avez l'exemple par exemple d'un patient qui avait deux lésions d'aphthose. En haut vous avez les lésions initiales. Et en bas, vous avez le résultat après un traitement de photobiomodulation. Ça se voit cliniquement, et à l'interrogatoire du patient, le patient il va mieux, il mange mieux, donc on est content. Dans les autres indications qu'on retrouve, c'est le traitement des épithélites. Ce sont des brûlures cutanées, alors les radiothérapeutes n'aiment pas trop cette expression dans moi, qui sont secondaires à l'irradiation. C'est pas vraiment le même mécanisme qu'une brûlure ou qu'un coup de soleil, mais finalement ça les ressemble beaucoup en termes de symptômes. C'est une rougeur cutanée qui va apparaître, souvent le sein, parce que c'est souvent pour le sein, qui va rendre la peau sensible et douloureuse, et puis il pourrait y avoir associé des lésions qui peuvent être suintantes. Ici vous avez un exemple d'épithélite mammaire. Alors ça ne ressort pas très bien sur la photo, mais le sein est rouge, et vous voyez qu'au niveau du creux de l'aisselle, c'est un petit peu plus érosif, donc c'est un petit peu plus profond, et ça c'est clairement douloureux. Dans le cancer du sein, souvent on a trois zones qui sont un peu plus difficiles que les autres. C'est sous le sein, autour du mamelon et sous l'aisselle, qui sont des zones un peu de macération et de mouvement, et donc qui vont créer des lésions érosives de crâne. Dans cette situation-là, si vraiment les douleurs sont trop importantes, on va pouvoir proposer de la photobiomodulation. Donc là, on utilise un appareil, vous voyez, qui est un peu différent, qui est grand champ. On ne pourrait pas aller s'amuser au stylet, ça nous prendrait des plombs sinon. Et donc, on se positionne à peu près à 3 cm de la peau, avec plutôt des rouges, et on va aller traiter la peau. Même chose au niveau ORL. Donc ici, vous voyez un plan de traitement d'une radiothérapie ORL à droite. À gauche, vous voyez un patient. C'est des patients qu'on va pouvoir même mettre sous la machine de photobiomodulation de manière préventive. C'est-à-dire qu'on débute le laser avant qu'il n'ait commencé à avoir les symptômes. L'intérêt dans la situation ORL, avec la variation de l'énergie de la photobiomodulation, c'est que d'une part, on va pouvoir aller traiter la peau, qui pourra devenir rouge au niveau de la gorge, mais d'autre part, quand on va aller plus en profondeur, on va pouvoir aller traiter les muqueuses de la gorge, qu'on n'arrive pas à les traiter avec le stylet évidemment. Et enfin, ça tombe bien, suite au topo de tout à l'heure, il y a aussi une indication dans le cadre des sécheresses vaginales, atrophie et inflammation. Il y a des dispositifs qui existent endovaginaux qui vont délivrer de la lumière rouge et de l'infrarouge et qui va nous permettre effectivement, dans certaines situations, l'amélioration de la situation. Alors évidemment, je n'avais pas prévu de photo, mais au moins des coupes de la muqueuse. À droite, vous voyez une muqueuse vaginale avant traitement avec de rares cellules, peu de vascularisation. C'est une muqueuse qui est atrophique. Je l'ai dit à droite, mais c'est plutôt à gauche. Et à droite, sur la photo B, vous voyez que 3 mois après un traitement de photobiomodulation, alors le traitement, il n'a pas duré 3 mois, d'accord, il a été plus court, mais on est 3 mois après la fin. Vous voyez qu'on a plus de cellules, plus de vascularisation, et sur le plan clinique, une patiente qui se sent mieux sur le plan sexuel. Elle pourra être aussi utile dans les troubles de la cicatrisation. Ça nous arrive de temps en temps qu'après la chirurgie, on doit l'envoyer assez rapidement sur des traitements soit systémiques de radiothérapie ou de radiothérapie. Ça nécessite d'avoir une cicatrisation la plupart du temps pour pouvoir débuter. Et les retards de cicatrisation
lésions peuvent ainsi être boostées par l'utilisation de la photobiomodulation. Enfin, la dernière indication à peu près en routine, ce sont les neuropathies. Les neuropathies, ce sont des lésions nerveuses périphériques, essentiellement des membres supérieurs et des membres inférieurs, qui sont créées soit par l'atteinte directe de l'axone, soit par de la démyélinisation. Et en général, elles sont chimio-induites. Elles sont chimio-induites par des chimiothérapies de type poison du fuseau, et en particulier sur tous les taxanes, par les sels de platine, ou encore par les thérapies ciblées, le bortezomib, le thalidomide et tous les autres imides. Comment elles vont se manifester? Donc, la plus grande sensibilité, elle se situe en général au niveau des mains et des pieds, surtout la face plantaire, et elle se présente en général dans les jours ou dans les semaines qui suivent le début du traitement, et soit elles vont disparaître tout doucement, soit elles vont persister assez longtemps, soit elles vont être présentes et irréversibles. Et lorsqu'elles sont irréversibles, eh bien, elles vont gréver la qualité de vie du patient, puisqu'elles vont être responsables de fourmillements, d'engourdissements, de picotements, mais ce sont des picotements qui peuvent être douloureux, éventuellement de perte de force, de la sensibilité. Par exemple, lorsqu'on a une perte de sensibilité au niveau de la face plantaire des pieds, eh bien, on est très embêté pour marcher parce que ça crée des troubles de l'équilibre, mais on est aussi embêté pour conduire parce qu'appuyer sur la pédale d'accélérateur et de frein avec un pied qui ne se sent pas très bien, c'est pas confortable et c'est surtout très dangereux. On peut avoir au contraire une sensibilité qui va être exacerbée, c'est-à-dire que par exemple le drap le soir sur le pied ou la main, ça déclenche des douleurs. Et puis la difficulté à réaliser des gestes très fins, comme lasser les chaussures, écrire, mettre un bouton de chemise, etc. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la photobiomodulation, dans cette indication-là, qui est une indication qui est embêtante parce qu'elle grève vraiment la qualité de vie du patient, aujourd'hui c'est 50-50. C'est-à-dire qu'en termes de résultats, autant sur les autres indications, on a quasiment tout le temps une amélioration. Dans la neuropathie, on est plutôt sur du 50-50. On ne sait pas encore pourquoi, on n'a pas réussi à trouver des indicateurs qui nous permettent de dire quel patient va y répondre et quel patient ne répondra pas. En tout cas, 50% des patients vont bénéficier, ils auront un gain complet ou partiel, et puis 50%, il ne se passera absolument rien du tout. Les autres indications qui sont en cours d'étude et pour lesquelles on aimerait un jour prouver quelque chose, on a quand même quelques pistes avec, il semblerait, quelques éléments, mais aujourd'hui on n'est pas assez précis, on n'a pas assez d'études pour le mettre en routine et le valider. Mais ce sont des pathologies qui embêtent vraiment les patients, c'est notamment le lymphœdème. Donc, le lymphœdème, c'est typiquement le gros bras dans le cadre du cancer du sein, qui a été opéré avec un curage axillaire, plus ou moins de la radiothérapie ou juste de la radiothérapie axillaire. Ça peut être aussi un lymphœdème du membre inférieur, notamment dans les radiothérapies pelviennes. Ça peut être également le trismus, qui peut être traité aujourd'hui, notamment dans la pathologie ORL. C'est une raideur en fait, de l'articulation temporomandibulaire qui va empêcher l'ouverture correcte de la bouche du patient et du coup gêner l'alimentation. On étudie aussi son impact sur la sécheresse buccale, notamment avec le traitement au niveau des parotides pour relancer la salivation via les parotides. Et on étudie également la dysbiosie, mais aussi les troubles de l'odorat, où on va traiter dans cette partie-là. Donc ici, vous avez un exemple de lymphœdème, donc le gros bras et la grosse jambe. Il y a quelques mois, on a reçu un médecin suédois qui le fait en routine en Suède. Alors chez nous, c'est pas trop en cours parce que je pense qu'on manque un peu d'études pour faire tout ça. Avec, selon lui, d'excellents résultats. Donc on espère arriver au même résultat un jour. En tout cas, c'est une piste et on espère qu'elle sera positive. Donc les modalités de cette photobiomodulation sous laser, ça ne coûte pas grand-chose aux patients en dehors du temps. Il faut compter 3 à 4 séances par semaine, plutôt 3. On prévoit des séances d'environ 30 minutes, sachant qu'en général, on est sur des petites phases de 12 minutes, mais on va souvent utiliser plusieurs techniques. D'abord, on va utiliser par exemple le grand champ, et puis après, on va aller compléter par exemple avec le stylet sur certaines zones. Donc finalement, on arrive facilement en 20-30 minutes par jour avec nous. Ça s'utilise en curatif, comme pour le cancer, c'est-à-dire que la lésion apparaît, puis on va traiter, on va lancer la photobiomodulation, ou ça peut se mettre en place aussi en préventif, c'est-à-dire que dans notre centre aujourd'hui, chez les patients pour lesquels on sait que le traitement de radiothérapie va être vraiment difficile, on va débuter au bout de 2 semaines de radiothérapie, sans attendre l'apparition des symptômes, la photobiomodulation.
C'est le cas par exemple des cancers ORL ou des cancers anorectaux où on sait que le traitement il va être assez difficile et donc on l'instaure dès le départ. Et puis ensuite on va faire varier évidemment le type de lumière et le type d'énergie. Donc comme je vous ai dit, c'est surtout des rouges et des infrarouges, mais on peut utiliser aussi d'autres types d'ondes, de longueur d'onde, qui vont nous permettre par exemple d'avoir des actions un peu antiseptiques, etc. Le traitement il est non douloureux, on n'entend rien de ce traitement, il n'y a pas d'effet secondaire au long terme. Il n'y a pas d'accumulation de doses, il n'est pas invasif, on ne va jamais à l'intérieur du patient réellement. Seule chose qu'on peut ressentir, c'est une sensation d'échauffement, parce qu'on sent que la machine chauffe au contact. Il n'y a pas de brûlure réelle. Et dans les situations neuropathiques, comme on va aller stimuler la zone médullaire, on peut de temps en temps avoir des tout petits coups d'aiguille, type décharge électrique, mais ça reste discret et franchement acceptable. Seule contrainte, c'est le port de lunettes, c'est la seule chose qu'on vous demandera. Elles vous sont fournies par les centres pour protéger la rétine oculaire. Donc pour conclure sur la photobiomodulation, c'est un traitement qui est sûr et efficace. Il y a beaucoup d'études en cours et beaucoup d'indications en développement, donc on attend avec impatience d'avoir les différents résultats et avoir plus de cordes à notre arc pour améliorer la qualité de vie du patient. Et surtout, c'est une thérapie qui est de plus en plus disponible dans de plus en plus de centres, puisque tous les centres sont actuellement en train de s'équiper, on en est ravis. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Écoutez, c'était très intéressant. Vous, au Centre de hautes énergies à Nice, vous avez toutes les modalités de prise en charge avec tous les appareils que vous avez. Alors, on est juste revenu sur l'applicateur vaginal qui ne nous plaisait pas trop. Donc, actuellement, on en a un qui est un peu plus artisanal mais qui fonctionne mieux. Mais sinon, pour l'instant, on fait tout. D'accord. Et sur l'utilisation de photobiomodulation préventive chez les patients RL, vous utilisez ça de façon systématique chez vos patients? Oui, en systématique. Enfin, je l'ai appris ce matin parce que j'ai oublié de prescrire. Mais oui, à 2 semaines, on débute le laser. Tous vos patients pris en charge? Oui, en essai. D'accord. Et une question un tout petit peu plus pratique, mais le coût, y a-t-il une facturation de ces soins? Il y a une facturation. Alors pour l'ORL, il y a une réelle facturation qui existe parce que c'est la seule vraiment qui est reconnue par la Sécu. Donc il y a une vraie facturation qui existe et pour tous les autres, c'est le coût d'une consultation simple. Et on a fait une délégation de tâches qui fait que du coup, ce sont nos manipulateurs qui vont délivrer le traitement. Comme pour la radiothérapie, c'est eux qui délivrent le traitement. Donc avant, on était un peu plus artisanaux, maintenant on fait une véritable mise en place, c'est-à-dire que le jour où le patient vient, le médecin est présent, le manipulateur n'a pas que nos prescriptions, on vient sur place, on vérifie les indications. La dernière fois, c'était un patient qui avait 3 affres, donc on a bien vérifié qu'il y avait 3 trucs qu'il fallait traiter, de quelle manière, on se met d'accord et on lance les choses. Et dernière question, vous disiez 3 fois par semaine à peu près, c'est ça? Et sur combien de semaines? On part en général pour 12 à 16 séances, sauf pour les ORL et les anorectaux, où là on essaie de se faire tout le long du traitement. Mais sinon, on fait 12 à 16 Et pour les séances. ORL, c'est quotidien? Non, c'est 3 fois par semaine aussi? On essaie 3 ou 4. D'accord. Merci.